Tous les projets que j'ai fail, c'est parce que c'était trop petit et donc la motivation n'était pas là. Tous les jours, je me levais et il y avait une nouvelle galère. J'ai analysé 3000 business en un an, donc 3000 sites internet. Ça m'a donné ces skills un peu d'aller chasser justement pour moi plus tard. J'ai beau avoir consommé toutes les formations possibles sur la reprise d'entreprise. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. 1,6 million, ça fait un peu peur. Oh, ça tombe. Oh là là, on a un accident. On a un accident du travail. C'est la réunion au shit du coup. Pourquoi on le fait aujourd'hui ? Parce que c'est pas 100%. C'est pas 100% signé. Partons du principe que c'est signé. Mais voilà, c'est bon, c'est fait, je reçois les derniers documents. Et en fait, je voulais faire un checkpoint pour de vrai. Ouais. Voilà, ça fait 6 mois qu'on est en train de le faire. On a fait tous ces plans d'action, c'était sur toute la théorie. Et je veux qu'on enregistre aujourd'hui pour faire un checkpoint. Et on en reparle dans 6 mois de théorie versus réalité. Ok. Et ça marche. C'est bon ça. Mais ouais, en fait, on peut t'introduire en disant que tout simplement, Théo, bravo. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Tu viens de racheter ta première boîte. Ouais, aujourd'hui. Rappelle-moi le montant parce que c'est peut-être que je vais le dire. 1,6 million. 1,6 million. Alors, Gary, aujourd'hui, on a un peu inversé les rôles. C'est toi qui présente mon podcast. Mais bon, en vrai, je suis un peu impressionné parce que toi, t'es un vrai pro des podcasts. C'est toi qui m'as motivé à me lancer. T'es Gary Beneza du podcast Crypto Coulisses. Un peu number one en France des podcasts crypto sérieux que je connais. C'est gentil. Voilà. Ah ouais, pas le number one en tout cas au niveau chiffre, mais bon, voilà, ça fait 3 ans maintenant que j'ai lancé mon podcast et ravi d'inverser les rôles parce qu'aujourd'hui, voilà, j'interviewe mon pote Théo qui, on célèbre une grande nouvelle quand même aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui... Je te laisse l'annoncer quand même. C'est le rachat officiel de PMEBTP.com pour 1,6 million. Pour 1,6 million, donc bravo à toi. C'est quand même pas rien. On va revenir justement dans les coulisses de cette histoire que tu m'as déjà pas mal partagée parce qu'on a suivi étape par étape sur les derniers mois cette aventure. Et là, ça se concrétise, donc ça va être hyper excitant. Et aujourd'hui, on va vraiment aller dans les coulisses de ce rachat. Très curieux d'expliquer pourquoi tu as racheté cette boîte. Qu'est-ce que tu comptes en faire ? Pourquoi, à ton goût, peut-être le rachat d'entreprise aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose de sous-estimé. Il y a beaucoup d'entreprises sur le marché, mais c'est peut-être moins sexy parce qu'on est plus dans la Startup Nation, alors qu'en vrai, c'est des business qui tournent. En l'occurrence, celui que tu as acheté, il a 27 ans d'existence, donc exactement. Donc c'est beaucoup. Pourquoi cette boîte-là, en fait ? Parce que, alors, c'est vrai qu'il y a eu énormément de boîtes. Je sais que ça fait des années que tu me parles de projets que tu regardes sur des divers sites pour du rachat et donc vraiment, tu as mis ton focus sur PME, BTP. Pourquoi celle-là ? Ouais, plein de questions. Non, mais déjà, tout à l'heure, tu me disais en antenne, ça y est, tu rachètes ta première boîte. Non, justement, comme on a dit, oui, c'est la première vraie boîte, à mes yeux, à une échelle, entre guillemets, sérieuse. Oui, parce qu'il y a eu d'autres boîtes par le passé, une notamment que tu as rachetée, mais on n'était pas sur le même niveau, le même montant. Ah, exactement. Mais en fait, c'est ça. C'est pour la première fois, entre guillemets, on est sur un montant et un impact et un stress et des conséquences qui vraiment sont à une échelle qui commence à être intéressante. On disait tout à l'heure 1,6 million, ça fait un peu peur, mais on parlera de comment on en est arrivé là, etc. Ouais, parce que donc il y a eu des fonds propres, il y a eu des investisseurs, il y a eu de la dette aussi. Ouais. Il y a eu surtout, tu disais que ça fait des mois qu'on en parle, beaucoup de rebondissements. Ouais, ça fait une pas se faire. Hein. Un jour sur deux, en fait, tous les jours, je me levais et il y avait une nouvelle galère. Et ça, c'est une des choses que j'ai apprises, c'est faire un projet. Tu sais, moi, je suis quand même très fan de dev perso. J'écris beaucoup mes objectifs et tout. Tous les projets que j'ai fail, c'est parce que c'était trop petit et donc la motivation n'était pas là. Quand j'ai racheté, je te raconterai peut-être la dizaine ou quinzaine de business que j'ai racheté. Ça part de je sais pas, un site à 7 000 euros à justement le business de l'île de Ré où entre 10 000 et 100 000, il y a eu pas mal de deals qui ont été faits qui m'ont mené là où je suis aujourd'hui, où j'ai appris plein de choses. Mais la réalité, c'est que quand tu as un petit truc et que ça marche pas et que tu as une galère, t'abandonnes. Ouais. Et alors, peut-être que moi, je peux un peu te présenter parce que je te connais bien, tu es mon pote depuis des années. C'est vrai que tu as un profil entrepreneurial assez atypique parce que tu t'es lancé il y a des années, donc il y a plus de 15 ans sur les marchés de l'île de Ré. Tu as commencé à vendre des t-shirts souvenirs et ça a cartonné. Expliquons quand même que ça, du coup, c'était ton premier achat de business au final. Ton premier achat de business, ouais, c'est ça. Ta toute première acquisition à 20 ans qui s'est faite de façon assez inattendue. Hein. Tu avais rencontré, je crois, le gars dans un Blablacar. Putain, mais quelle mémoire. Bah ouais, bien sûr. Et donc, tu as vraiment scalé ce business-là à l'île de Ré. C'était vraiment une cash machine. Et d'ailleurs, bravo à toi pour ça. Parce que c'était plein de fois, je me balade dans Paris et je vois des personnes avec des t-shirts île de Ré collection.
Donc voilà, si vous ne savez pas, c'est Théo. Ça marche encore et ça a été repris en para et tant mieux, ça continue à se développer. C'est ça. Et après, en 2017, tu as été aussi très précurseur, même avant 2017, parce qu'en 2016, 2017, tu as créé Belton Capital aux US avec John et d'autres traders. Le fonds a cartonné. Là, ils sont sortis au sommet avec 80 millions, je crois. Donc, énorme réussite. Donc voilà, tu as toujours été en dehors des chemins battus, mais toujours essayé de trouver comment m'en sortir. Ouais, comment t'en sortir. Non, mais toujours trouver des opportunités que les autres ne dénichent pas forcément. Ouais, après, je suis un entrepreneur comme pas mal d'autres, mais je dirais que quand je fais le CV, les projets qui ont marché financièrement, ça a été ceux où j'ai acheté une boîte qui marchait déjà. Ceux qui n'ont pas marché financièrement, c'était ceux que je commence de zéro. Par contre, c'est là où j'ai appris énormément. Enfin, j'ai appris dans les deux, mais je regrette pas du tout d'avoir monté des business de zéro qui n'ont pas forcément marché, parce que c'est là aussi où j'ai appris énormément. Mais oui, au final, plus profil repreneur, même si j'ai mon premier blog quand j'étais au lycée à 16 ans et que je savais pas que c'était du SEO à l'époque, mais c'était du SEO. J'avais un blog et c'était sur l'iPhone et on est devenu un des top 3 en France. Je me rappelle, pendant les keynotes, il y avait un compteur de visites en direct sur le site. On était à 700 ou 800. Donc voilà, j'étais là sur mon petit ordi au lycée à gérer ça. C'était le premier business digital. Et c'est vrai que c'était incroyable parce que ça met le pied à l'étrier. J'ai appris, entre guillemets, à manager des gens. Enfin, 16 ans, c'était pas non plus... Voilà. Ouais. Et voilà, t'as toujours eu un chemin assez atypique pendant que les autres peut-être s'amusaient. Toi, tu es toujours focus entrepreneuriat. Je me suis quand même bien amusé, mais c'est vrai que j'ai toujours ce truc de... Je suis né à Limoges et toujours... c'était très bien pour certains trucs, hein, mais j'avais toujours envie de plus... Au fond, tu vois, je regardais, je lisais toutes les biographies de tous les start-upers ou les grandes cartes. Je cherche le nom de Steve Jobs par an. Ouais. Et j'allais à toutes les conférences start-up à Paris. Je prenais justement mes covoiturages et c'est comme ça que par hasard, je tombe sur ce gars qui m'a vendu sa boîte parce que j'allais à Le Web à l'époque, au Web de Connect aussi. Yes, voilà, toutes les conférences, j'en suis le web, Loïc Lemer, je crois. Exactement, de Loïc, sacré Loïc. Bon, aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans les coulisses de ton acquisition, parce que c'est hyper intéressant. C'est-à-dire, pourquoi faire une acquisition alors qu'en vrai, aujourd'hui, on est beaucoup dans la création de startups, etc. Pourquoi finalement reprendre un business existant plutôt que de créer from scratch? Je pense qu'on va aussi parler de pourquoi... un business qui de base n'est pas hyper sexy sur le papier. On parle de recrutement de personnes dans le secteur du BTP, donc c'est pas forcément le secteur le plus sexy du monde. On va parler d'IA aussi, parce que l'intelligence artificielle va avoir une place centrale dans ce nouveau business, et aussi après, quelles sont les ambitions à moyen terme. Donc déjà, la question que j'ai envie de te poser, pourquoi finalement avoir voulu racheter une entreprise plutôt que d'en créer une? Justement, parce que j'ai fait la connerie d'en recréer une alors que je m'étais promis de plus en créer et d'en acheter. Tu parles de Samsara du coup Exactement, mais finalement déjà je dirais que... Samsara, peut-être en 2 mots pour ceux qui ne connaissent pas. Samsara, c'était le projet d'avant. Samsara, on a monté une plateforme, on était des brokers digitaux spécialisés dans la vente d'agences digitales. Et en fait, la réponse à pourquoi acheter, c'est plutôt pourquoi acheter cette boîte. Et en fait, tout est un parcours qui en découle. Et donc, il y a ce projet dont on va parler. Avant, il y avait Samsara. Samsara, c'est né du fait que j'ai voulu acheter une agence. Quand j'ai voulu acheter une agence, je me suis rendu compte qu'il y avait une opportunité il manque un site qui vend des agences. Donc, on l'a créé, entre guillemets. Le fait de vouloir acheter une agence, c'est parce que j'étais devenu bon en SEO, que j'ai monté j'étais freelance SEO, parce que j'avais acheté des sites d'affiliation. Donc, tout remonte. Et pour répondre à ta question précisément de pourquoi acheter versus créer de zéro, c'est aussi une question de où t'en es dans ta vie. J'ai eu la chance d'avoir des projets avant, des investissements, des choses qui ont marché. Donc, j'avais une frustration qui était que j'avais gagné de l'argent. J'ai du patrimoine passif, avec, tu parlais du fonds, j'ai de l'immobilier, etc. Et ça a toujours été mon rêve. Ok, j'étais enfin libre financièrement et j'ai de l'argent, mais je contrôlais pas mon destin. Tu vois, principalement le fonds dont tu parlais, c'est en rapport avec les cryptos. Les cryptos, ça peut faire plus ou moins 10-20%, t'es bien placé pour le savoir, en une nuit. Tu peux avoir gagné l'équivalent de 1 année, 2 années, 3 années de bénéf de ta boîte et tu contrôles pas. Donc j'ai dit, ok, il faut retrouver un projet. Je vais être maître de mon destin. Donc j'ai dit, recréer une boîte. Je me perds.
Non, mais recréer une boîte. Donc, il y a eu Samsara. Et Samsara, en fait, tu t'es rendu compte que tu étais peut-être sur un mauvais business finalement où tu répondais à aucun problème. Ouais, donc en fait, ce que je disais avant, c'était rééquilibrer le patrimoine avec le business, avoir quelque chose de cohérent en termes de chiffre d'affaires. Et donc, commencer de zéro. Je sais pas, si tu veux une boîte qui fait au moins 1 million, il faut au moins 5 ans, je pense. Tu vois, faut être honnête. Ton taux de succès, quand même, 8 boîtes sur 10, ou peut-être 9 sur 10, ne passe jamais ces étapes. À la fois parce qu'il faut le produit market fit, mais aussi il faut la patience. Tu vois, on parlait du parcours et de tous les business de rachat d'entreprise. J'ai eu, comme tu disais, toujours entrepreneur. La seule expérience de quasi-employé que j'ai eue, c'était chez Dot Market, la plateforme numéro 1 en France de vente de business digitaux, qui, pareil, m'a aidé, où j'ai analysé 3000 business en un an, donc 3000 sites internet. Donc, ça m'a donné ces skills un peu d'aller chasser, justement, pour moi plus tard. Et ouais, enfin, je sais que chez toi, il y a un peu ce côté passionné d'analyse de business. Plein de fois, tu m'as envoyé des opportunités. Moi, j'avoue, c'est mon truc, mais en effet, ouais, t'as toujours eu cette curiosité d'aller justement voir s'il y avait des business existants qui étaient intéressants en termes de rachat. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas venu du jour au lendemain. Exactement, quand j'étais là-dedans, c'est parce que du coup, juste avant, j'avais commencé à acheter. J'avais vendu mon business de l'île de Ré. Et j'ai dit, je veux me refocus sur des business en ligne. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Dot Market? Là où, par exemple, du coup, j'admire Kevin, le fondateur, c'est que, je sais pas exactement combien il fait de chiffre d'affaires, mais je pense qu'on est dans l'ordre de grandeur du million. Mais ça fait 6 ans. C'est-à-dire que là, c'est un succès, mais il a eu cette patience. Et donc, moi, quand je suis arrivé à cette étape de j'ai bossé là-bas, je lance mon agence parce que je veux rééquilibrer, etc., patrimoine, comme on dit. Donc, il faut que j'ai un business qui fait 1 million. En fait, j'avais mal analysé que j'avais pas cette patience d'attendre les 5 ans. Donc, tu as voulu quand même recréer un business. Donc, Samsara, ça s'est mal passé, mais tu as quand même eu des apprentissages par rapport à cette expérience. Je vais essayer de reprendre la logique de via Dot Market. Je bosse 1 an chez Dot Market en tant que freelance. Et juste pour préciser, d'ailleurs, tu bosses en tant que freelance, mais tu fais plus pour acquérir l'expérience que pour gagner ta vie. Parce qu'en vrai, tu n'en as pas besoin. Tu as une très bonne mémoire. En effet, c'est pas avec ce que je gagnais que j'allais survivre. J'ai l'impression que limite, si tu avais pu être payé, pu payer pour bosser, limite, tu l'aurais fait. Ah ouais, mais je l'ai harcelé. Je l'ai harcelé parce que je voulais apprendre. Ouais. Et c'était génial. J'ai eu accès à plein de behind the scenes, de deals, de compréhension, etc. Ça m'a inspiré. Après, j'ai voulu aller faire. Quand tu es entrepreneur, c'est dur de rester. Donc, l'instinct est revenu au galop. J'ai eu un premier, justement, client potentiel qui était prêt à me payer pour faire du SEO. Donc, j'ai dit, voilà, dans un mois, désolé, Kevin, je lance mon agence SEO. Et rapidement, pareil, l'instinct repreneur, qui était quand même mon plan de base, est venu. Et donc, j'ai dit, non, je veux pas créer mon agence. Je veux en acheter une. Et malheureusement, après, l'instinct créateur est revenu en disant, oh là là, mais il n'y a pas d'agence en vente. Le marché est pété. Opportunité. Je rencontre aussi, à cette époque, et je commence à bosser avec Axel, mon associé qui est CTO, et globalement ça fait 15 ans que je cherchais quelqu'un comme ça. Tu sais, quand t'es le gars business, t'as besoin du CTO qui sait faire les choses, et j'avais enfin un. Et donc il y avait le match entre j'ai la bonne association et ce bon projet de on va faire le dot market des agences. Donc il y a eu cette époque Samsara où du coup on a monté une plateforme dont j'ai parlé tout à l'heure, de zéro. Ça nous a fait monter en compétence, lui, sur la partie tech de gérer une marketplace B2B. Moi, la partie sales autour de ça, comment tu trouves des acheteurs, des vendeurs, tu les matches ensemble, l'offre et la demande. Et ça m'a surtout fait comprendre que je voulais pas acheter une agence. C'était un marché qui me faisait pas aussi rêver. Et surtout, on est monté en fait en confiance en nous sur le fait que oui, c'est un bon business model pour passer de 0 à 1, monter à 10 000 euros par mois, monter peut-être à 500 000 euros l'année en quelques années. C'est un super business pour cette étape-là. Mais tu es assez vite limité. Quand tu veux scaler, tu scales de l'humain. C'est peut-être en train de changer justement aujourd'hui avec l'IA, je suis moins dedans. Et donc, racheter une agence aujourd'hui, c'est être moins pertinent qu'avant, quoi. Wow. Parce que tu rachètes un portefeuille client, mais bon, après, beaucoup de boîtes ont tendance à internaliser quand même. Donc, je sais que ça va être très compliqué. Je parle encore des anciens collègues du milieu. Aujourd'hui, racheter, je sais pas, vendre, ça va être très compliqué. Ouais. Ça va être très compliqué, il reste pas grand-chose. Si on part sur la tangente de qu'est-ce qui fait la valeur d'une agence, on a demandé ça 50 000 fois. Aujourd'hui, avec l'IA, il reste moins de choses qui sont valorisables, mais comme tu parlais, la clientèle fidèle, ceux qui ont la chance d'avoir encore des gros comptes, voilà, ça peut rester là-dessus.
Mais du coup, Samsara n'a pas marché. Je pense qu'il faut être honnête. Ça a marché niveau marketing, ça a marché niveau plein de choses, mais on faisait pas assez d'argent pour dire on va rester focus sur ce projet. On n'a pas assez de patience peut-être que certains d'autres ont eu. Et donc, il y a eu la réalisation de dire, heureusement, je me suis fait coacher, de dire le plan de base, c'était d'acheter une boîte. Et tu avais un peu cette espèce de chiffre clé dans ta tête de il faut que ça fasse au moins 1 million, etc. Et il y a eu ce recadrage en juin de l'an dernier, de dire ok, il faut accepter, c'était pas le bon projet, c'était un défocus qui nous a appris plein de choses. Et surtout, on a appris qu'on peut faire. Je veux pas critiquer les agences, mais mieux qu'une agence en termes de. J'appelle ça la pyramide des business models. Tu vois, tu as les trucs les plus compliqués en bas de l'échelle, les trucs terre à terre, je sais pas, à gérer un resto tout seul. Puis après, ça monte en termes de qualité. Tout en haut, tu as peut-être la startup IA, t'es open IA. Il faut savoir où est-ce que tu te situes, qu'est-ce que tu as la capacité de vraiment faire, versus c'est juste un rêve. Et donc, au début, c'était agence. Et puis après, avec justement cette prise de confiance de l'association et d'avoir monté une plateforme avec Axel, on a dit, OK, on est capable de faire un truc un peu plus compliqué, qui est plus un product web. Et en juin dernier, on est parti, on a pris le break des vacances pour bien réfléchir. Et on a... Fin de Samsara, et là, vous êtes dit... On a décidé que ce serait fini, et on a dit, on va chercher une boîte qui rentre dans cette thèse d'investissement. Et c'est quoi, du coup, la thèse? C'était vraiment un produit, on va dire... Déjà, elle s'est affinée au fur et à mesure. Ouais. Mais très rapidement, c'est devenu, on veut une boîte qui est une boîte internet, entre guillemets, qui n'est pas une agence. Ok, donc on avait ça. Ouais, parce qu'on est convaincu que le modèle agence, bon, voilà. Non, mais j'ai pas de... Comme je disais, on voit les limites. Il y a des avantages. On sait où ça se met dans une pyramide. C'est ça. Et c'était un peu trop bas. Pour nous, j'en ai assez, finalement, vu et côtoyé pour dire, OK, c'est moins. Mais surtout que, enfin, acheter une agence, quand tu rachètes pas les fondateurs, finalement, tu rachètes que le portefeuille client, peut-être, éventuellement... d'autres choses, mais ce que je veux dire, c'est que... En dessous d'une certaine taille, en effet, c'est très basé sur l'homme clé, les fondateurs clés. C'est eux qui exécutent, c'est eux surtout qui trouvent les clients, c'est grâce à leur réseau. Et donc justement, si on fait digression Samsara, en dessous de 500 000 € de chiffre d'affaires, on avait un peu du mal à montrer la valeur d'une agence, sauf s'il y avait beaucoup de récurrence. Ouais. Donc nous, la thèse, en fait, elle a évolué au fur et à mesure. Au début, c'était une agence, après on a dit, ah non, mais dans les agences, celles qu'on a vendues hyper vite, c'était hyper productisé, hyper récurrent. Le mec, il avait quasiment créé un SaaS en rapport avec le SEO. Et donc, on cherchait un peu la pépite. Et puis, je lis quand même énormément de livres pour m'aider à construire cette thèse, et j'écris beaucoup. Et surtout, je les confronte à la réalité de débloquer des dossiers. Si on part en prise d'entreprise, la seule manière de vraiment savoir ce qu'on veut racheter, c'est de débloquer des dossiers, se projeter, parler à des vendeurs. Peut-être qu'on va leur faire perdre un peu leur temps parce qu'on est dans ce process d'apprentissage. Mais c'est que comme ça qu'on sait ce qu'on voit vraiment faire au quotidien. Parce qu'en fait, c'est quand tu commences à leur parler, tu te dis, est-ce que je veux faire ça sur les 5 prochaines années? Et c'était pas forcément le cas avec justement Samsara. On a dit, ok, il faut trouver une boîte où on est capable de... Donc du coup, il y avait le critère de taille, et ça, j'en parle tout le temps. On a acheté des boîtes trop petites, on a acheté des agences. C'était même pas des agences, c'était des deals. On rachetait, par exemple, on a acheté une agence Webflow qui était un peu à l'abandon. Pour la relancer, t'aurais pu la lancer from scratch, en fait. Ouais, on a racheté quelque chose qui était censé avoir de la valeur, mais qui était des positions sur Google. Tu vois, il y avait plus de chiffre d'affaires, plus d'équipe, etc. Mais il y avait quand même une grosse image de marque. Tu parlais de clients, il y avait un passif client énorme. Ouais. Bon, après, dans ce cas-là en particulier, on a acheté une agence de création de site internet juste avant l'espèce de flip total qui s'est passé sur l'IA, où qui va payer aujourd'hui pour un Webflow. Voilà, donc non, on est passé numéro 3 sur Google, sur la recherche agence Webflow en France, c'est quand même un gros truc. Il n'y a plus un lead. Donc, entre guillemets, là, il y a eu d'autres choses qui ont fait que c'était une connerie d'avoir acheté ça. Mais il y avait surtout le problème de taille. On cherchait un truc motivant, on a acheté un truc trop petit. C'était juste, c'est facile, c'est dispo, le dossier il est là, on a le machin, on a la négo, on peut le faire tout de suite. On était vraiment en besoin. Donc, erreur, voilà. Donc, on a pris toutes les erreurs et on a précisé la thèse. On veut un Internet product, tu vois, j'appelle ça même un Internet staple, ça fait un peu après. Un truc qui est là depuis longtemps, qui n'a pas de chance de disparaître. Surtout, justement, on parlait d'IA, mais on s'est vraiment posé toutes les questions possibles dans tous les sens de est-ce qu'on achète un truc qui peut se faire disrupter demain
À la prochaine mise à jour, Claude. Exactement. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que vous, entre guillemets, vous êtes une plateforme de recrutement. Et ce que je trouve intéressant avec ce business model-là, c'est que tu joues beaucoup sur l'effet de réseau. Exactement. Et donc, c'est quelque chose qui ne peut pas être disrupté par l'IA, en fait. C'est-à-dire que l'effet de réseau, c'est une des rares propositions de valeur, tu vois, qui va être un peu... être un bouclier face aux mises à jour de l'IA. C'est-à-dire qu'en effet, tu as beaucoup de produits qui se lancent, mais qui sont à quelques mises à jour de Claude, en fait. Donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et alors, pour revenir sur le business que tu as acheté, parce que vous l'avez acheté 1,6 million, on reviendra après sur les coulisses, mais vous ne l'avez pas forcément, vous l'avez, j'imagine, négocié. Alors, déjà, moi, je suis curieux de savoir comment tu l'as trouvé. Est-ce que c'est une annonce? Est-ce qu'il y avait toutes les informations sur l'annonce? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as commencé à discuter avec l'entrepreneur? Qui était le profil? Alors, j'imagine que c'était peut-être je vais être péjoratif peut-être, mais un vieux de la vieille, dans le sens où il y a quand même 27 ans d'ancienneté. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire que quand c'est une boîte PME de 27 ans, tu peux te dire, bon, bah, c'est un peu une boîte qui est sur sa niche, qui a finalement exploité cette niche-là, mais qui est peut-être un peu à la ramasse en termes de technologie. Ouais. Pour commencer à te répondre sur le sourcing, ce que j'ai appris au fur et à mesure des années, c'est que si on veut faire un deal assez vite, il faut juste se contenter de chercher quelque chose qui est déjà en vente sur toutes les plateformes ou tous les brokers, parce que la personne a vraiment décidé d'eux, et c'est quand même un parcours. Ça fait penser à l'immobilier d'ailleurs, hein, c'est un peu pareil. Hein. À l'immobilier, c'est-à-dire quelqu'un qui, tu crois qu'il veut vendre son bien, et en fait il a pas envie parce qu'il y a quelque chose, il y a cette retenue parce que il y a le côté émotionnel où la personne ne veut pas se séparer en fait de l'entreprise ou du bien immobilier. Pourquoi tu penses à ça? T'as eu une expérience comme ça? Non, mais ça me fait penser à toi, justement, tu m'en as parlé plusieurs fois. Tu t'es tombé sur des vendeurs, il me semble, qui, justement, tu pensais faire le deal et en fait, au dernier moment, tu te rends compte que la personne n'a plus envie. Ça, c'est ce qu'on a eu dans Samsara. Et en fait, c'est comme ça que j'ai compris que ce parcours émotionnel du vendeur, il est long, il peut durer, on ne sait pas combien de temps, et c'est le job du broker. Et c'est pour ça qu'on le paye. Et franchement, c'est quand même un taf difficile. Ouais, bien sûr. Et donc, nous, on a décidé de dire, OK, on se met une deadline. Et aussi, tu peux choisir, tu peux dire, OK, on veut absolument une de ces 3 boîtes que j'ai vues là sur Internet, et ça mettra le temps que ça met, et peut-être que dans 3 ans, 5 ans, ils nous la vendront. Ça, c'est bien quand tu es un fonds, et pour le long terme, on commence à planter des graines pour des prochains deals. Mais là, on a fait l'autre stratégie qui est, on a une deadline, on doit accepter que ce sera pas forcément le deal parfait, on devra peut-être faire des compromis, mais on trouve le mieux possible dans notre budget, etc., etc. Donc là, on cherchait que sur les plateformes. On a trouvé une annonce sur Fusac, le number 1 en France. Ils ont beau être old school, ils ont quand même des super deals. C'est quoi les boîtes? Donc il y a Fusac, DealSuite, ouais, Acquire.com, c'est ça les grosses boîtes, les grosses plateformes. Acquire aux États-Unis, surtout dans le digital.market, qui est vraiment le plus sérieux. Alvo, ça a été vendu, donc je sais pas ce qui est en train de se passer, mais ça existait. Il y a plus Samsara, mais les agences sont maintenant en vente. Ça a été fusionné avec .market, pour info. Ok. Mais bref, donc... Et par contre, tu parles de ça, petite parenthèse, mais dans toutes les plateformes... Moi, j'ai une liste de 35 plateformes dans le monde qu'on suit. La réalité, c'est qu'en France, on a une qualité de deal, mais qui est 10 fois meilleure qu'aux États-Unis. C'est pas compliqué. Comparer un deal Flippa, que j'ai oublié, US et .market France, ils vont croire que je bosse pour eux, que j'ai des actions, ce qui n'est pas le cas, j'aurais bien aimé. Mais, c'est en termes de qualité du deal, et en termes de pricing, ça n'a rien à voir. C'est du simple au x10, je sais pas comment on dit. Ouais. Donc, nous, c'était Fusac. Classique, je vois une annonce, on débloque, c'est dans notre truc. Et comment ça se passe? Je parle à un broker. Et ce qui est marrant, c'est que malgré le fait... Un broker, donc une sorte d'agent immobilier, mais version boîte, quoi. Ouais, un cabinet M&A. Un agent immobilier exactement du vendeur d'entreprise qui, dans ce cas-là, était un peu le pote du vendeur. Donc, c'était semi-pro quand même. Semi-pro, mais quasi en direct. Et bizarrement, malgré le fait que j'avais quand même normalement de l'expérience en tant que moi-même broker pendant 2 ans, j'avais sous-estimé que j'étais en train de faire la connerie d'être moi vendeur, en train de parler à un intermédiaire et pas directement au vendeur, et qu'il était en position de force par rapport à moi, et j'oubliais que j'étais dans une négo. Heureusement, tu vois, on dit que toutes les expériences, je dis que toutes les expériences que j'ai faites, même quand ça n'a pas marché financièrement, ça m'a rapporté des learnings, ça m'a aussi rapporté des super contacts. Et du coup, grâce à Samsara, j'avais maintenant moi aussi des copains brokers M&A, et j'ai parlé du deal. Donc je fais les premiers entretiens avec le broker, après avec les vendeurs. C'est vraiment jackpot. Ça coche toutes les cases, comme tu disais. Boîte à rénover. Par contre, le profil, c'était pas ce que tu disais, c'était pas le vieux de la vieille. Ce vieux de la vieille qui a monté la boîte, il l'a vendu il y a 3 ans
à ces 2 personnes-là qui l'ont aujourd'hui, qui la revendent. On pourra parler des raisons, etc. Ouais, carrément, on reparlera des raisons. Donc, ouais. Donc eux, ils vendent cette boîte, ils se font représenter par un copain à eux qui est cabinet M&A. Donc comme je disais, lui il était pro, mais dans ce cas-là, je sais pas si c'était vraiment quel deal ils avaient, on s'en fout. Mais moi j'en avais pas. Heureusement grâce à Samsara, j'avais du coup maintenant j'ai des copains entre guillemets brokers et je fais analyser, je demande ça c'est un truc qui est hyper important. Parenthèse. Mais le pouvoir du cerveau collectif, mastermind, avoir un groupe de copains dont tu fais partie, à qui on se fait des updates réguliers et on se challenge et on n'a pas peur de te dire cette idée, Gary, c'est de la merde, ou tu te défocuses, ou Théo, tu te défocuses. Et donc là, je pitch à tout le monde en disant je trouve que c'est incroyable, dis-moi ce que je vois pas. Enfin, je veux pas être en train de justement mettre 1,6 million que j'ai même pas, que je dois aller voir la banque, etc. etc. Et j'ai pas vu le tsunami macro de, je sais pas, de l'IA ou de quoi que ce soit. Et en fait, la boîte a été belle, mais t'as pas vu le truc qui arrivait et elle vaut 0. Donc, j'ai demandé autour de moi. Et d'ailleurs, l'avantage, c'est que tout le monde était plutôt en mode, écoute, non, je pense que c'est plutôt bien. Je veux dire, vas-y, quoi. Et par contre, dans ses copains, j'ai un copain M&A qui me pitch le truc. Déjà, qui me fait une analyse. J'ai dit, OK, le mec est trop fort. C'était plutôt un contact au début, pas un copain. Et il finit par me dire, mais tu sais qu'un cabinet M&A buy side, ça coûte 1%, alors que sell side, ça coûte plutôt 5-6%. Et là, tu vas pas réussir à avancer dans ton truc. On était à l'époque, on essayait de convaincre les vendeurs de nous vendre à nous. Donc, la fameuse LOI, c'est facile de la faire, mais ce qui est dur, c'est de la faire accepter. Parce qu'en fait, faut que les gens sachent que dans ce cas-là, dans une transaction, c'est vraiment le vendeur qui est en danger au niveau de la LOI. C'est un peu comme en immobilier. En vrai, il y en a qui peuvent un peu s'amuser à signer des compromis avec qui ils veulent parce que tu as la condition suspensive de crédit, ou quand tu es acheteur, tu risques quasiment rien parce que c'est assez facile de dire j'ai pas eu mon crédit, et tu peux avoir fait perdre 2-3 mois au vendeur en disant bon, bah, je vais signer, je vais bloquer le deal et je vais essayer d'avoir mon crédit. Ça, c'est un peu un truc qui pourrait être fait. Et c'est un peu la même chose dans l'achat d'entreprise. C'est pour ça que les vendeurs, ils doivent faire hyper gaffe avant de te signer une LOI qui est en exclusivité. Donc heureusement, je me fais accompagner par Virgile et ça change tout. On monte un vrai business plan, on convainc les vendeurs et surtout dans ce deal en particulier. Parce que on convainc les vendeurs, parce que c'était quoi les critères par rapport aux vendeurs? Il n'y avait pas que le prix? Il y a les conditions peut-être de rachat Ouais, là c'était assez particulier et c'est pour ça qu'on a galéré. C'est que eux, ils ont acheté cette boîte il y a 3 ans. Ils ont eux-mêmes fait un LBO, un crédit. Ils ont remboursé 2 ans, il en restait 5. Le gars, donc pourquoi ils vendent et pardon, ils ont fait un crédit sur combien de temps eux? Sur 7 ans. Sur 7 ans. Crédit rachat d'entreprise, toujours Ouais. 7 ans. Ok. Quasiment toujours 7 ans. Et donc eux, ils avaient acheté combien à l'époque? Si t'as le 2,4 chiffre. millions, 2,3 millions. Ok. Un truc comme ça. Parce que toi, tu l'as racheté à 1,6 million là. Elle se pète la gueule quand même. Hein. Ouais. Ok. Donc on parlera Valo si tu veux. Absolument, parce que je pense que c'est un peu le nerf de la guerre. Comment ça marche la négo? Parce que j'imagine que eux voulaient forcément retrouver leur mise au départ ou pas avoir une. Enfin, je pense que le prix de départ était pas 1,6 million. Quasiment. Okay. Et moi, je suis pas du tout de ceux qui veulent négocier les prix. Par contre, je suis de ceux qui détestent quand quelqu'un met une boîte en vente sans mettre le prix. C'est pas mon job en tant qu'acheteur. D'estimer. Alors, bien sûr, en M&A, quand t'es un fonds, etc., tu fais tes valos, ok, mais on est là sur une petite boîte qui fait 900 000 euros de chiffre d'affaires à l'époque. Tu la vends, tu me dis combien t'en veux. C'est pas un jeu de poker. Mais t'as fait quand même ce jeu de ton côté de calculer la valeur de la boîte. Toi, tu es arrivé à quelle valeur Bien sûr, chacun arrive avec ses calculs. Si on rentre du coup dans les détails de l'opération, donc boîte qui m'est présentée comme faisant 1 million de chiffre d'affaires en moyenne sur les 3 dernières années, 270 000 euros de BE, donc EBE ou EBITDA, t'appelles ça comme tu veux, qui est quand même globalement le métrique que les gens utilisent, qu'on utilise tous pour valoriser une boîte. Une boîte, ça se valorise un multiple de ce que ça rapporte, pas du chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires, ça veut rien dire. Par exemple, en e-commerce, ils font 10 millions, mais peut-être qu'il leur reste rien à la fin. Ce qui compte, c'est la marge, entre guillemets. Combien il reste pour les gérants. Et donc là, on avait un EBE sur les dernières années de 270 000 euros. Okay. Et ce qu'on me disait, donc moi, j'ai quand même, avec l'expérience, compris comment faire dire un prix à un gars qui veut pas te dire de prix. Et c'était très chiant, le broker en question, qui jouait à ce jeu-là. Mais il voulait pas donner le prix au début? Non, c'était, non, mais il faut... je sais pas, c'était un peu à la Marseillaise, quoi. Et et je suis pas pour. Par contre, du coup, la phrase
que je peux donner à tout le monde qui marche, c'est... Alors, je comprends qu'il n'y a pas de prix, mais globalement, ils attendent combien? C'est... ok, mais pour que ça passe, il faut leur proposer combien? Excellent, ouais. Donc, tu retournes le truc 2-3 fois jusqu'à ce qu'ils te disent, parce qu'en fait, il sait, et ça sert à rien de le cacher. Je trouve ça débile. Et en fait, c'est lui qui m'a dit, bah nous, c'est juste espérer une proposition qui soit supérieure à ce prix-là, quoi. Mais... Bah, exactement. C'est si quelqu'un veut optimiser la valo, par exemple, d'un actif très convoité, si c'est une boîte où ils savent qu'ils vont avoir beaucoup de demandes, la stratégie parfaite, c'est les actions, les enchères cachées. Ouais. Si tu sais pas comment les autres misent, c'est là où tu vas optimiser la valeur en tant que vendeur. Alors, heureusement, moi, j'ai pas envie de rentrer à ce jeu-là. Enfin, c'était pas une boîte où ils pouvaient se permettre. Et en gros, il nous a dit, je pense qu'ils veulent un gros x6. Donc ça veut dire, en gros, 6,5 fois... Donc, je me rappelle plus exactement, mais c'était plutôt 1,8 million en fait au début. Moi, j'ai pas de problème. Si ça les vaut, les payer. Je préfère acheter cher un truc qui est bien que pas cher un truc qui va se péter la gueule, comme on disait dans les anciens deals. On a acheté des trucs peut-être moins c'est cher. En général, plus c'est risqué. Enfin, faut trouver un juste milieu. Acheter un actif de qualité. Mais moi, ça rentrait dans mes critères. Pourquoi? Parce que ça faisait quasiment le chiffre d'affaires qu'on voulait. C'était le type de business qu'on voulait, qui correspondait au type de vie que je voulais. Un truc digital. On pourrait... Aujourd'hui, il y a des bureaux et des salariés, etc. Mais on voudrait rendre cette boîte 100% remote. Si quelqu'un a envie de bosser du bureau, il peut. S'il veut bosser de chez lui, ou de Bali, ou de... c'est possible, pas comme certains business. Ça coche ses critères. Il y a le côté hyper récurrent. Donc, comme je rappelle, c'est un site d'annonce d'emploi spécialisé dans le BTP. C'est le leader qui existe depuis 27 ans. Donc, tu parlais des mottes. Il y a la marque, il y a l'historique client. Donc, ouais, d'accord, juste pour d'ailleurs, petit focus d'une minute sur le produit. En gros, tu es une société dans le BTP, une PME, tu cherches de la main-d'œuvre, tu vas sur ce site et tu as accès à des CV. Tout simplement. Ouais, tu peux mettre des annonces et tu as des gens qui répondent, ou tu peux accéder à la CV Tech. C'est hyper simple. Par contre, la magie quand même du truc, et c'est là où on s'est dit non, mais c'est vraiment une pépite. On cherche, c'est un peu l'expression, tu cherches une pépite ou même un diamant à polir. Bon, c'était vraiment ça. Plus on en apprenait, plus c'est ça qu'on se disait. C'est une des choses que je trouvais géniales de ce dossier, c'est qu'ils ne vendaient pas à l'annonce, ils vendaient un package annuel auprès d'une entreprise qui lui permet de poster une annonce, accéder au CV, mais qui est récurrent en plus. Donc il y a 70% de repeat dans ce business. Et ça, c'était un peu la clé. Peut-être même du repeat de boîtes qui ont oublié qu'elles avaient du repeat. Alors ça, tu vois, pourquoi on décide d'ailleurs de faire le podcast aujourd'hui, c'est que on est sur toute la théorie. Ça fait 6 mois que je me fais des thèses, des hypothèses, des synthèses et des plans d'action théoriques sur qu'est-ce qu'on va faire. La réalité, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les employés ne savent pas que ça c'est vendu. Ce sera le jour même qu'ils le sauront. C'est comme ça, c'était la décision du vendeur. Et moi, j'ai eu accès à tout ce qu'on peut imaginer que tu as le droit d'avoir accès dans des due deals dont on parlera peut-être après. Ouais, bien sûr. C'est financier, mais c'est pas business. J'ai pas parlé à un seul client, j'ai pas parlé à un seul employé. Peut-être que c'est un cas aussi où c'était comme ça. Et dans d'autres deals, tu as le droit, mais nous, c'était ça ou rien. C'est les conditions qui t'ont été imposées. Exactement. Et pour revenir sur les conditions et pourquoi ça a été dur de faire signer la LOI, eux, ils avaient leurs conditions à eux. C'est-à-dire que les vendeurs, le profil, c'est donc déjà des repreneurs qui ont d'autres business à côté, etc. Qui ont acheté cette boîte. Au vieux de la vieille, comme tu dis, le site, il était à l'ancienne, les process à l'ancienne. Et ils ont dit, bah super, on va moderniser, on va tout défoncer et tout. Et ils l'ont pas fait. Ils avaient des super idées. Après, ils l'ont pas fait. Ils sont bons. Manque de temps, manque de ressources, manque d'exécution. Ouais, je pense qu'ils ont fait l'erreur que moi j'ai fait avec l'agence à 50 000 €, qui était que c'est trop petit pour eux. Le gérant principal aujourd'hui, il a une boîte à côté dans le transport avec 50 employés. Je pense qu'à côté, il s'est dit je vais avoir une boîte un peu start-up, un peu tech, machin, mais je pense qu'il a pas le temps. Ou je pense que je vais avoir des surprises dans les vraies raisons. Je pense que c'est peut-être dur au quotidien. Il y a peut-être les clients qui gueulent, tout le monde qui se barre, mettre des annonces gratuites sur Indeed. Enfin, tu vois, il y a la réalité du business. Mais ils n'ont pas mis en exécution le fameux sûrement business plan qu'ils ont fait, comme moi je suis en train de faire depuis 6 mois, les 100 premiers jours, les 3 prochaines années. Ils ont eu beaucoup de surprises, selon eux, sur il y avait plus de travail que prévu. Donc moi j'ai acheté à eux, et leur raison de la vente déclarée, faut pas jamais croire à 100% ce qu'on te dit. Ouais, bien sûr. Il faut pas acheter parce que la raison te va. Faut acheter parce que t'as pas écouté ce qu'il t'a dit et que t'as envie d'acheter pour tes raisons à toi. Toi, tu vois ce que eux n'ont pas vu. Ouais, ou en tout cas, malgré ce qu'ils me disent, il faut que je fasse mon analyse
en me détachant de ce que m'ont dit, quoi. Faut surtout pas, je pense, prendre une décision par rapport à ce qu'ils te disent eux. Eux, c'est que il y en a un qui est CTO et qui a déjà un job à côté, et celui qui était CEO a une grosse opportunité d'aller bosser sur une boîte justement IA, etc., par rapport à son parcours, et veut se dégager 100% de son temps pour aller prendre ce job qui est une opportunité qu'il ne peut pas refuser. Il est pas du tout corse. Et puis en plus, j'ai fait l'accent, quoi. Ça, c'est la mafia. Une mafia lointaine. Et donc, il avait un peu une deadline, et il avait surtout l'idée que si quelqu'un rachète sa holding et récupère son crédit, ça va aller très vite. Donc, il était en mode ma boîte, c'est la folie, c'est une pépite parce que je gagne de l'argent tous les ans sans rien faire. Et c'était un peu la manière dont eux, ils l'ont géré, un peu passif, à quelques heures ou quelques jours par semaine. Et ça crachait du cash. Ça reste un site internet, quoi. Ok, il y a des charges, mais t'as pas de marchandises. Donc c'est vrai que tu regardais les bilans, c'est pareil. On dit, putain, mais ces charges, ok, mais moi je le ferais pas comme ça. Donc tu vois, on gratte dans les trucs, on est ok, ça c'est leur manière de gérer. Donc eux, ils voyaient ça quand même comme une vache à lait, une machine à cash, et c'est vrai que ça gagne, c'est quand même une boîte qui gagne pas mal d'argent. Mais ils ont pas forcément mis cette énergie, ils ont pas fait les projets, et quand ils l'ont acheté, ils faisaient 1,1 million, d'où la valo qu'ils ont payé eux. 1,1 million de chiffre d'affaires, et parce que là, peut-être 500 000 d'EBITDA entre ce que ça... Donc l'EBITDA a été divisé par 2 entre le moment où ils ont récupéré et maintenant. En vrai, là on va revenir sur du coup comment moi j'ai fait la valo. On m'a vendu 270 000 euros de BE. Moi j'ai lu 400 000. Pourquoi ? Parce que eux se prenaient en gros 130 000 euros d'honoraires de gestion, mais ils gèrent pas. Il y a un associé qui est dev. Ok, je vois. Parce qu'en fait, finalement, ils ne revendent pas à perte si on prend en considération qu'ils ont remboursé une partie de leur emprunt, plus ils sont pris dans la poche des... Ouais, j'ai jamais été capable de vraiment 100% faire les calculs de est-ce qu'ils ont gagné ou perdu de l'argent sur l'opération. Ok. Quand ce sera tout scié, je pourrais leur demander de manière très bête. Alors, juste, j'ai pas compris, j'ai tous les chiffres, mais juste, est-ce que tu as gagné ou pas gagné d'argent, c'est pas très clair pour moi. Mais oui, tous les ans, ils remboursaient leur crédit, ils prenaient des honoraires, etc. Donc, tu parlais de valo, on m'a vendu un 6,4. J'ai dit oui parce que ça reste un SaaS. Un SaaS, aujourd'hui, c'est entre 5 et 8 fois le BE pour cette taille. Si c'est gros, c'est plus un multiple de BE, c'est un multiple de l'ARR. On parlera tout à l'heure de mes projets, mais c'est de passer d'une boîte valorisée à un multiple de BE à un multiple d'ARR. Et c'est ce qu'on veut faire. Si c'est une boîte en croissance, c'est possible. Si c'est plus gros. Moi, j'ai tout de suite fait mes retraitements. Voilà, si c'était nous, ça en change, tu prends le bilan, tu fais ligne par ligne. Et pour moi, c'était jackpot, en disant, putain, il y a quand même des manières d'optimiser. Tu disais, justement, digitaliser la boîte. En fait, ça avait quand même pas été fait à 100%. Ils avaient fait du taf, mais ça s'était pas encore vraiment vu dedans. Donc, moi, j'ai été vendu 1 fois 6,4. Dans ma tête, je me suis quand même dit, grâce à justement mes potes qui m'analysaient le deal, il y en a un qui m'a dit, mais Théo, tu te rends pas compte, si ce deal il était justement sur une plateforme comme Dotmarket, on t'aurait retraité ça, et en fait le BE qui aurait été vendu, c'était 400 000, et t'aurais acheté ça x4 pour un SaaS en perte de croissance, c'est très bien. Ouais, ok. Mais c'est vrai que, aussi, pour venir un peu sur les raisons de ce que je comprends, c'est que eux, finalement, ils voyaient ce projet de base quand ils l'ont acheté comme un side project. Ils ont peut-être minimisé l'implication que ça demandait. Toi, tu arrives plutôt avec, tu considères comme un projet à plein temps, ouais. Et tu as un plan d'action, notamment basé sur l'IA avec ton associé Axel, pour justement optimiser à fond tous les process. Ce que je comprends, c'est que ils ont racheté, ils ont fait quelques petites mises à jour, on va dire, sur la partie technique, mais pas assez, et qu'il y a un énorme chantier potentiel pour tout optimiser, en fait. Ouais, l'IA, c'était vraiment la chance du timing. Après, pour aller dans ton sens, oui, le projet, il est totalement différent. Eux, je sais pas si c'était le but que ce soit un side project ou pas, mais c'est ce qui s'est passé en réalité. Ouais, c'est en fonction des opportunités. Enfin, nous, si on prend notre historique à tous les deux, on a lancé tous les deux il y a des années une boutique à Paris. Pas une boutique M&A, une boutique de t-shirts. Une boutique de t-shirts, l'équivalent de Hilderay Collection, mais pas une collection. Et après, voilà, chacun a un peu évolué avec ses projets personnels. Et c'est vrai que ce qui était valable à un instant T, à T+1 n'était plus le cas parce que les objectifs de chacun, plan de carrière, avaient changé. Donc peut-être aussi ce qui leur est arrivé. Et donc tu es finalement arrivé au bon moment parce que tu as saisi une opportunité où ils avaient besoin d'exit. Ouais, je pense que c'est exactement ça. C'est que
c'est devenu par leur potentiel projet de vie, devenu pas les bonnes personnes pour le bon projet. Et c'est hyper important d'avoir le bon match. Et aujourd'hui, moi, ce qui me rend fou, c'est que ça coche toutes les cases. C'est une boîte où il faut, avant même de parler d'IA, on voulait juste arriver, digitaliser, optimiser. Il n'y a aucun SEO. Le SEO, c'est littéralement ce que je viens de faire depuis des années. C'est une machine commerciale. Le commercial, c'est ce qui m'a toujours défini et fait kiffer. Il manque une optimisation technique. J'arrive avec un associé génie qui on a monté une plateforme Samsara avant, et en fait là c'est juste refaire Samsara autrement. Et c'est 2 gérants qui n'avaient pas de temps, pour pas juger, parce que j'en sais rien s'ils étaient investis, pas investis, ils n'étaient pas forcément très dispo. Et nous, on a faim, on a besoin de ce truc pour se développer, pour notre bonheur, pour gagner de l'argent, pour enfin avoir une boîte qui a une taille et qui nous fait rêver, avoir monter une team de fous, avoir des clients qui sont contents, etc. Tout, passer de la théorie à la pratique. Et donc, c'est pas le même mindset. On arrive à 3 personnes à plein temps. On a déjà des freelances qui sont prêts à compléter tout. Et d'ailleurs, avant qu'on parle du financement, je suis partant qu'on parle un peu de ton plan d'action. C'est-à-dire que là, jusqu'à maintenant, tu étais plus dans la signature du deal, donc tu n'étais pas encore actif sur la partie opérationnelle. Et d'ailleurs, avant même qu'on parle de ça, j'ai une vraie question pour toi, peut-être qui est un peu tabou, mais c'est ça t'a pas effrayé de ne pas pouvoir parler aux employés de la boîte? En vrai, c'est bizarre que je me sois pas trop inquiété jusqu'à récemment. En vrai, c'est marrant parce que je suis excité, tu vois, que des trucs positifs. Je parle de ça parce que justement, c'est avec mon psy que je parlais de ça, psy que tu m'as fait rencontrer. Et il disait, est-ce que t'es excité ou est-ce que t'as peur? Et en fait, c'est marrant, j'ai fait le filtre excité sur tout, plan d'action, machin. Et le seul truc, c'est la peur du premier jour, aller rencontrer les gens que je connais pas et tout. Et lui disait, mais tu leur as pas parlé. Et pour la première fois, je me suis rendu compte que, ah ouais, ça aurait pu se passer autrement et il y aurait pas eu cette peur. Et est-ce que c'est bizarre, est-ce que c'est pas bizarre? J'espère qu'il y aura pas des mauvaises surprises. Mais je me suis préparé psychologiquement grâce à justement quelqu'un que je vais interviewer bientôt dans mon podcast qui m'a dit, un repreneur d'entreprise, il m'a sorti ce truc de la première rencontre avec la boîte pour de vrai, les équipes, etc. C'est la réunion oh shit. Donc il m'a dit, voilà, sois prêt à pas être prêt, sois prêt à avoir des surprises. Je mets à leur place, t'arrives un matin au bureau, en fait on dit que la boîte a été vendue et ça s'est fait un peu dans ton dos. Ouais, après... Je pense que pour eux... C'est pas forcément une mauvaise chose, hein, mais... Ouais, après, si c'est ton manager que tu vois au quotidien qui te dit pas et le lendemain, il est plus là et t'as quelqu'un d'autre qui est derrière toi, là, a priori, c'est quelqu'un qui est pas trop sur leur dos. Oh, ça tombe. Oh là là, on a un accident. On a un accident du travail. Oh shit, c'est la réunion oh shit, du coup. Holy shit, c'est pas tu vois. Le mec, il est pas passé? Attends, ouais, j'avoue, on va... A few moments later. Donc, pardon, on parlait de le oh shit day. Oh shit day, ce qui vient de te passer, là. Ouais. C'est vrai, on va comprendre, j'ai des... Non, c'est vrai que c'est... Avant, je trouvais pas que c'était bizarre. Maintenant, j'ai découvert ça il y a quelques temps. Et juste pourquoi ils t'ont empêché, en fait, de rencontrer... Parce qu'ils voulaient pas... Parce que moi, je peux me dire, tu vois, en faisant l'avocat du diable, peut-être qu'il y a des choses qui cachaient. Oh shit, 30%. Dans ma tête, je me dis, ok, 30%, jusqu'à 30% de surprise, je suis prêt. Donc, Mais qu'est-ce qui s'est passé juste dans ta tête pour comprendre, pour que ce fait-là soit pas un red flag? Je rachète un site internet. Tu vois, je suis en mode, si avec tout ce que je vois, ça marche, je vois pas comment, entre guillemets, on peut faire moins bien, quoi. C'est-à-dire que... Et en fait, on revient aux critères, et aux skills, surtout aux skills, au fit humain entre eux, comment ils gèrent et les skills qu'ils avaient. Enfin, tu vois, après, on en rigole toujours avec le vendeur. Maintenant, on s'aime bien. Et à chaque fois, il est là. Ah, bah, désolé, j'ai pas les mots techniques pour dire ça, mais. Et il se considère vraiment un boomer. Et c'est vrai. Enfin, ok. Est-ce qu'il a quel âge je sais non pas que les compétences soient professionnelles à l'âge, mais je sais pas trop, je peux pas dire des conneries, parce que si je me trompe de 10 ans et qu'il entend ça... Ok. Allez, fourchette 20 ans. Fourchette 20 ans. Je pense qu'il a... je sais pas, entre 40 et 60. Ok. Putain, j'espère que je dis pas de la merde. Je devrais savoir, mais... Bon, bref. Donc, non, c'est skill technique. En fait, aujourd'hui, pour gérer... en fait, c'est un job board, tu vois, c'est Le Bon Coin côté annonce d'emploi, c'est Hello Work en petit sur une niche. C'est
très digital et commercial, parce que quand même, ça reste pas des particuliers qui mettent des annonces, ça reste des boîtes dans le bâtiment et avec une relation commerciale, etc. Ouais. Donc, Et puis j'imagine qu'il y a un énorme potentiel de croissance avec les boîtes d'intérim peut-être en physique. Bah écoute, si tu du coup, c'était ta question d'avant, c'est quoi notre plan? Mais c'est quoi notre plan? La vision globale, et c'est ça qui est marrant, on a décidé de faire cette interview aujourd'hui pour dire, tiens, on se reparle dans 6 mois pour voir réalité versus théorie et plan d'action. On sait très bien qu'il n'y aura aucun rapport, mais on a la vision. La vision, c'est de dire, cette boîte, elle a perdu environ 10% de chiffre d'affaires par an depuis 3 ans. Il y a forcément les raisons qu'on nous dit et les raisons qu'on va découvrir. Mon analyse, c'est que ça manque de care quand tu as des patrons pas très présents. C'est quoi le mindset des employés? C'est pas leur boîte. Au bout d'un moment, le mec qui rentre chez eux, c'est pas leur problème. Et je les comprends. Et je pense que la première chose qu'on veut faire, c'est juste changer ce mindset. Comme tu parlais des magasins, moi, ma plus grande fierté à l'époque, quand j'avais ma marque sur l'île de Ré, c'est que les clients, ils revenaient d'une année sur l'autre parce que ils venaient voir le petit jeune qui avait sa marque et qui était passionné. Ouais, t'achètes une histoire et pas juste un produit, quoi. Et aussi, surtout, au niveau du service client, c'est-à-dire qu'il y avait souvent, ils pouvaient avoir des problèmes avec les t-shirts et les sweats parce qu'ils étaient imprimés sur l'île de Ré. On avait l'entrepôt, sérigraphie. À la dernière année, c'était bien. La première année, c'était de la peinture à l'eau. Notre truc, c'était n'importe quoi. C'était artisanal. Et on assumait de dire on n'est pas parfait. Et les mecs revenaient le lendemain. Ah ben on l'a mis à la machine, le logo il est effacé. Et on disait, on est désolé, et voici un autre, et voici ça, et un cadeau, et un machin. Et ça, c'était le plus important. Et c'est un peu la philosophie Clients for Life, que j'aime bien. C'est vraiment mon obsession. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était juste ma personnalité ou la manière dont j'étais heureux de gérer des boîtes, des trucs. On n'a pas forcément 50 millions de clients, mais on les aime bien, ils nous aiment bien, on les invite à bouffer, et ils reviennent d'une année sur l'autre. Et en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie d'appliquer dans cette boîte. Et je pense que c'était pas forcément la culture instigé par les fondateurs. Et une fois de plus, c'est bizarre de dire des trucs alors que je suis pas encore allé sur place. Ouais, mais c'est mon instinct. C'est mon instinct de ça. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Avant tout, c'est changer ce mindset, d'avoir une boîte où aujourd'hui, il y a 700 clients actifs, une partie du coup qui renew. On peut dire il y a 70% de renew. On peut aussi dire il y a 30% de churn. Tu vois, c'est ok, je ne compte pas les nouveaux clients qui rentrent. Je parle de, il y en a 30% par an qui envoient la lettre recommandée pour dire je me désabonne. Ah oui, parce que c'est pas, ils prennent pas la carte bleue. Hein. Ah non. Ouais, donc rien que ça, envoyer un courrier recommandé pour se désabonner à un service en 2026. Limite, je pense que ça me fait peur parce que quand nous, on va moderniser le truc et qu'il y aura Stripe et compagnie, si c'est facile de se désabonner, est-ce qu'on va pas perdre 200 clients d'un coup? J'ai peur des abonnements, peut-être 2 ans, 3 ans, mais bon, en tout cas, on sait que c'est pas forcément pérenne que de... Voilà, c'est ça, c'est que peut-être qu'il y a une partie du chiffre d'affaires qui est un peu, parce que comme tu dis, les gars, ils oublient, ou parce que... Et ça, c'est pas ouf, mais faut trouver le juste milieu, justement, ça reste du business, ils ont signé un contrat, c'est tacite reconduction, etc., pour pas non plus se retrouver avec 500 000 euros de chiffre d'affaires au lieu de 1 million la première année et pas pouvoir rembourser le crédit. Enfin, ça va être... bien sûr. Un peu ce challenge. Donc le challenge, c'est changer ce mindset, à mon avis, qui n'est pas trop, et que je suis sûr que les employés, s'il y avait quelqu'un qui leur disait, c'est ça les gars, la culture de la boîte, c'est qu'on veut déjà remonter le nombre de clients, mais qui restent et qui soient contents, je pense qu'ils seraient, je sais pas s'ils sont heureux ou malheureux, on verra une fois de plus, mais je pense que c'est pas pire pour eux. Et avant tout, venir et analyser ce qui ne va pas. Pour moi, une boîte qui perd 30% de ses clients par an, alors que c'est censé être un service ultra niche, ultra personnalisé, c'est le leader depuis 27 ans, il y a 200 000 CV en base, c'est la seule plateforme sur cette niche, hors les gros mastodontes, Hello Work, LinkedIn et Indeed, qui sont un énorme challenge pour nous, qui vont être vraiment je sais très bien donc, que dans les raisons, les gens partent potentiellement parce que y a tout le monde est déjà aussi un peu sur Indeed. Ouais. Donc il y aura comprendre et réparer. Pourquoi aussi. Quoi? Vraiment travailler la base pour essayer de refaire revenir les personnes qui sont parties, comprendre pourquoi ils sont partis. Réparer les fuites dans la baignoire. Tu sais, on dit dans les images des SaaS, c'est tu remplis avec tes clients et le churn, c'est la fuite. C'est ça. Mais c'est colmater. Ouais, colmater, il y a mes hypothèses, ma théorie, et il y aura la réalité. C'est avant tout comprendre. Ensuite, après, je vais dire des trucs un peu clichés, mais comprendre le métier. Je veux dire,
ok, je sais gérer un site internet, je connais des trucs, mais ça reste une industrie à vraiment comprendre, le BTP, et l'industrie du recrutement, et donc à apprendre ces trucs les plus vite possible. Et puis, tout à l'heure, tu parlais d'un sujet, se présenter aux employés on parlait de ce que ça m'a fait moi, comme stress, mais eux, t'imagines, le jour où ils vont apprendre ça se trouve 1 heure avant ou un jour avant, ils vont s'imaginer... il faut qu'on leur explique ce qui va se passer pour eux, c'est quoi leur futur, etc. Ouais, bien sûr. Et nous, le but, justement, c'est de redresser la barre. Eux, je pense qu'ils savent même pas que la boîte a fait ça. Il n'y avait pas de transparence. Nous, c'est instaurer une transparence totale. Et une fois que ça s'est fait, la développer. Évidemment, on achète une boîte pour la développer. J'ai des ambitions ultra... Si je regarde sur Excel, ça monte. Hein. Et là, la valo, c'est 10 millions dans 3 ans. Donc ça, c'est... Là, mais c'est mathématique. Cette partie-là, la partie vente, c'est mathématique. Maintenant, pour que ça vende, il faut que le produit soit bon, le site, tu vois, le produit en lui-même, les offres soient adaptées. Aujourd'hui, on va tout revoir. Ouais. Et le service, avec le service client et le mindset. Peut-être l'acquisition. Il y a combien d'employés aujourd'hui ? 5. 5 employés. Personne qui est en train de partir, donc il n'y en aura plus que 4 quand on arrive. Ok. C'est quel poste ? Alors, c'est ça qui est marrant, c'est que dans le plan d'action dont tu me parlais, l'organigramme, tu le dessines. Je suis très papier et stylo, hein, c'est à l'ancienne. Alors, Claude et Claude. Non, mais par contre, c'est génial parce que je suis le gars qui a jamais voulu se structurer et qui a eu la chance de naître à la génération, enfin d'être au moment présent dans lequel on est, où je peux garder mon cahier, envoyer ça à Claude et avoir le meilleur des deux mondes. C'est un truc de fou. Alors ça c'est exceptionnel. J'ai eu vraiment de la chance. J'ai pas eu besoin d'apprendre à être organisé. Je t'organise pour moi, Claude. Ouais, mais je scanne je fais les photos, je les envoie, il m'envoie dans Notion, il summarise, je lui dis fais-moi une timeline de l'évolution. Tu vois, 150 pages que j'ai écrit entre octobre et janvier. Je lui ai scanné, je lui ai dit montre-moi comment mon propre plan d'action a évolué. Sur justement ce qu'on va faire avec PME BTP, tu vois. Et il me fait les temps, machin, c'est incroyable. Mais quand tu dessines l'organigramme, il y a des trous dans la raquette qui sont évidents. T'avais jusqu'à maintenant 3 commerciaux, une personne à l'admin, compta, SAV, mais qui passe 50% de son temps à surtout gueuler derrière les clients qui payent pas. Donc ça veut dire qu'elle décroche le téléphone, elle doit engueuler un gars parce qu'il a pas payé. Celui d'après, c'est service client, il faut être sympa pour lui dire je vais vous aider à mettre votre annonce en ligne. Aïe. Donc là, elle est ce double poste complètement délirant. Un peu schizo. Je sais pas comment elle s'en sort, donc on va voir. Et un développeur. Et un développeur, mais c'est pareil, tu vois, quand tu regardes aussi, tu rajoutes les associés, tu as des associés qui étaient aussi développeurs. Et quand on parlait des retraitements, c'est ce qu'on m'a dit, c'est Théo, ça, ce serait en vente. Enfin, tu peux considérer que ça, le budget développeur, il devrait aller à l'associé. Tu vois, c'est un peu double. Donc c'est pour ça, par exemple, nous, on faisait nos retraitements comme ça. Donc la mind map, l'organigramme, c'est ça. Tu dis, et il est où le service client ? Enfin, il est où le customer success ? Il connaît même pas ce mot. Tu vois, par exemple, il ne connaît pas forcément. Et donc, évidemment, on va auditer, mais j'ai très peur que les commerciaux soient un peu CSM par défaut, parce qu'il faut bien que les demandes, elles arrivent quelque part. Tu me posais la question de comment est organisée la boîte, c'est ça ? Ouais, et comment... Alors, on parlait de l'IA. Moi, une question qui m'intéresse, c'est comment tu comptes leverager l'IA pour aussi optimiser la boîte. C'est quoi ? C'est dans les process internes, pour le développement, pour le CRM, pour les relances clients automatisées Déjà, au-delà de qu'est-ce qu'on veut faire avec l'IA, je veux mettre en avant la chance du timing qu'on a eu. Ouais, bien sûr. On a commencé il y a 6 mois en disant notre objectif, c'est d'acheter une boîte où on peut optimiser les coûts et les dépenses d'un côté, donc couper, et ça tu le contrôles, et après développer le chiffre d'affaires. Donc un truc, si idéalement on veut un truc avec une machine commerciale à mettre en place et des trucs à optimiser et digitaliser, etc. Entre-temps, à mi-chemin, révolution IA en janvier, et donc on est devenu encore plus ambitieux sur surtout les délais en fait. Ce que ça a changé l'IA pour nous, c'est qu'on a dit on va refaire tout le site, on va refaire tout ce qui est connecté au site, c'est-à-dire que tout est custom, ils ont un back-office, un CRM custom qui a 27 ans, et d'année après année, ça a été patché au lieu d'être redéveloppé. Okay. Bon, là, on tombe dans un timing parfait où Axel est passé de dev, mon associé, CTO, dev no-code, à dev IA, enfin vrai dev, je sais pas du coup, mais du vrai code en tout cas. Ouais. Et donc maintenant, quand on pensait que, tu vois, on nous a estimé la refonte de cette plateforme
quelqu'un, un dev, un gars qui est dev depuis toujours, qui a eu des agences, etc., m'a dit ça, si tu fais faire la refonte par une agence, à première vue, et ce que j'ai sous les yeux, il te facture plus ou moins 8 mois de travail. On va pas parler de prix, mais je me demande s'il m'a pas parlé d'une centaine de milliers d'euros. Enfin, 8 mois de dev d'une agence. On sait qu'en général, 8 mois, ça se finit en 12 mois. Bon, ouais, en plus, exactement. Donc, 1 an pour la refaire aujourd'hui. Et donc, nous, on est en mode, OK, comment on fait pour faire une transition de la plateforme en 1 an, machin. Aujourd'hui, elle est faite. Ouais. Elle est faite. Ah oui, vous avez fait la plateforme. Encore, vous n'avez pas migré les données, mais en tout cas, la plateforme on n'a même pas accès à la plateforme. On n'a pas d'accès back-office. Elle est déjà refaite. Et c'est pas qu'elle est refaite, c'est que c'est le meilleur job board du monde aujourd'hui. Ouais. Enfin, c'est une dinguerie. Alors, bien sûr, on a fait avec ce qu'on a. Et voilà, une fois de plus, la connexion à la réalité, apprendre le métier, etc. Mais ce qui est bien, c'est que en pré-deal, on a déjà fait 100% de ce qu'on pouvait faire avec les infos qui étaient à notre disposition. Et du coup, on va pas arriver et commencer à dire on va arriver et faire tout ce qu'on pouvait pas faire jusqu'à maintenant. Donc, on se dit, potentiellement, je sais pas, à cette vitesse d'exécution, ça se trouve, dans 2 mois, on aura été capable de migrer vers une nouvelle plateforme qui est ce qu'un job board doit être en 2026, ouais. Avec des technologies. Donc, tu parlais de l'IA. Aujourd'hui, on va pas rentrer trop dans le produit parce que c'est moins. Ouais, mais en effet, mais en tout cas, la question se pose, tu vois, on parle de reprise d'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas un coup à jouer aujourd'hui, grâce à l'IA, de racheter une entreprise comme tu le fais, tu vois, d'être dans de la reprise, parce que peut-être. En fait. Moi, ce que je vois aussi, c'est que ce projet, donc non seulement tu n'achètes pas quelque chose qui va être remplacé par l'IA, parce que tu achètes un effet de réseau. Et donc, tu vois, tous les business d'infrastructure, effets de réseau, je pense qu'ils ont une vraie valeur ajoutée, et encore plus dans le monde dans lequel on se dirige. Et le point, c'est le suivant, c'est que tu gagnes du temps, tu achètes du temps. Tu disais par exemple un dot market, pour monter de 0 à 5 ans, ça a pris à 1 million de chiffre d'affaires, c'est à peu près 5 ans. Donc en fait, tu as acheté des années, ouais. Tu as acheté un raccourci en fait. Ouais. Après, on verra si raccourci était un bon deal ou pas, mais je veux dire, tu as acheté un raccourci. Est-ce que justement, aujourd'hui, plutôt que créer une boîte et dans un monde ultra compétitif, c'est pas plus rationnel en effet, moins sexy certes, mais plus rationnel que efficient d'acheter une entreprise déjà lancée qui fait déjà du chiffre d'affaires pour l'optimiser plutôt que de tout recréer, tu vois? Bah, t'as trop bien résumé. Ma pensée, en tout cas, ce qui nous excite aujourd'hui, c'est que on s'est dit, on achète une boîte, mais maintenant notre ambition, elle s'est décuplée. Dans le sens où on se dit, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce qu'on vient de faire, on peut le faire sur une entreprise 10 fois plus grosse. Enfin, déjà, on l'a pas encore fait, mais on a trouvé ce deal qui maintenant paraît qu'il a toutes les caractéristiques de ça. Déjà, tu as totalement raison sur le côté qu'est-ce qui reste comme moat en 2026, surtout dans le rachat d'entreprise. Après, créer une entreprise de zéro, ça a d'autres problématiques, mais justement, demain, quelqu'un peut one-shotter sur Lovable ou Cloud Code un super job board, un truc déjà pas mal. Je pense que je me suis rendu compte dans la réalité que entre ce qui te sort et la version finale que Axel, ça fait 2 mois qu'il bosse dessus, il y a quand même du taf. Mais quelqu'un qui sait dev, il sort un truc, il disrupte n'importe quel produit en 1 mois. Mais la communauté, les 200 000 CV, les 27 années d'ancienneté, les contrats, la connaissance, etc. Et ça, c'est les dernières choses que tu peux pas disrupter et qui, en effet, aujourd'hui, justement, en termes de rachat d'entreprise, je suis prêt à payer plus pour ça. Parce qu'il y en aura de moins en moins. Ça sera de plus en plus dur à trouver. Et c'est les seules choses qui ont une valeur aujourd'hui. Il y a de plus en plus de choses qui ont plus de valeur. On voit la SaaS apocalypse. Ouais. Tout ce qui est vertical et qui sert juste à connecter certains outils, mais qui n'a pas une profondeur métier, ils vont galérer. Ouais. Quelque chose qui reste deep métier avec des process ultra précis. Je suis en réflexion sur quels sont les SaaS quels sont les métiers qui vont disparaître et pas disparaître. Je suis d'accord que l'audience, l'attention, la communauté, c'est les choses qui vont rester. Ouais, bien sûr. Et business aussi d'infrastructure de paiement, avec une couche aussi peut-être de légal, de compliance. Voilà, moi je pense que c'est des business qui ont plus de chances de pas se faire disrupter par l'IA, en tout cas à court terme. Je suis partant quand même de revenir aussi sur les coulisses du rachat, parce que, ok, tu achètes ça 1,6 million, comment tu structures, comment tu trouves les financements? Est-ce que tu peux un peu déjà expliquer les différentes... d'où proviennent les fonds? Est-ce que tu veux les étapes du rachat en général ou pas? Ouais, alors moi, de ce que je comprends, et alors, vas-y, si je me trompe, mais c'est donc... il y a un prix plus ou moins sur lequel vous mettez d'accord, et là, une négo commence. Alors, c'est quoi les coulisses de la négo
Ouais, non, la négo, c'est avant la LOI. La LOI, c'est l'offre. La LOI, c'est l'équivalent du compromis. Tu signes le fait que tu vas acheter cette boîte. Si tout va bien dans ce que tu découvres pendant les due deals. Donc, c'est la LOI. 2, c'est les due deals. Comme je disais avant, dans ce cas, je te réponds, du coup, on n'a jamais répondu à ça, mais dans ce cas particulier, ils avaient une règle qui était on veut quelqu'un qui a la capacité financière de convaincre notre banque, qui nous a fait ce crédit, de devenir le repreneur du crédit parce qu'on a des cautions, on a des garanties, on a des machins et on veut que ça aille vite. Et donc, c'est pour ça qu'ils nous ont cuisiné pendant 1 mois ou 2 mois au début, en mode non, on ne signera pas, vous êtes LOI, vous êtes des clowns. En fait, on savait rien faire. Je pensais que j'avais acheté une boîte, mais je savais pas le faire de manière structurée. Comme je dis, on a acheté des boîtes 10 fois plus petites. Il y a quand même un process, tu dois... Et donc, on est monté en compétence justement sur faire des BP pour les banques, etc. Monter ta team, c'est con, mais on a eu un changement d'avocat pour avoir quelqu'un de vraiment incroyable. On a ce cabinet. Et donc, une fois qu'on a réussi à monter un dossier qui leur montrait « Ah, ok, Théo, il a le profil qui va plaire à la banque, on vous valide. On vous signe votre LOI. » Donc, dans ce cas-là, le plan, et il y a eu... je vais te raconter un rebondissement, mais c'était... c'est bon, une fois que vous nous avez convaincus et que notre cabinet M&A a dit oui, la banque va vous donner le crédit, on fait les due deals. Et donc là, les due deals, ils commencent à ouvrir. Et c'est pareil, ça, je savais faire des due deals d'un site internet à 50 000 € où je connais la Google Search Console, j'analyse le truc et j'ai compris. Ça reste un site, mais il y a 2-3 trucs derrière. Heureusement, du coup, on avait un cabinet M&A qui franchement il est arrivé avec ses templates, ses questions, ses machins, tous ces trucs. C'est du coup, tu montes une data room, chacun son métier, il y a un avocat, un comptable, et je recommande une fois plus un cabinet M&A qui sont tous les 3 dessus pour aider, et tu as accès à tous les documents légaux que tu peux imaginer. Je pense que dans les prochains deals, suite à toutes ces discussions, je demanderai à parler à toute l'équipe parce que je veux pas recréer c'est moins stress. Ouais. Et une fois que ça c'est bon, là justement, là on renégocie. Mais moi je suis pas du tout pour. Enfin, j'aime pas ça. Tu vois, en immobilier, je t'ai dit que tu sais que j'ai investi. C'est pas une question de prix. C'est le bien. L'annonce, elle est correcte. C'est un bon bien, un bon deal. T'as envie de l'acheter, il est au bon prix. T'y vas. Tu négocies pas 5% avec le risque que tu te fasses piquer le truc. Là, c'était bon. J'étais d'accord. C'est une LOI. Et il se trouve qu'on a été vraiment obligé de renégocier parce que entre ce qu'on nous avait présenté sur le BP du cabinet M&A et la réalité du moment, du présent, moi j'achète le présent, j'achète pas les 3 dernières années. Tu vois, la moyenne des 3 dernières années versus les 6 derniers mois, ça avait 10-20% de différence. Et la chute dont je parlais, elle était quand même un peu plus... Donc là, on a été obligé parce que j'étais à un point où c'était vraiment le deal que je voulais absolument, etc. Ouais. Mais j'étais obligé de dire, non, là, les gars, à ce prix-là, je suis le pigeon, quoi. Et donc, il y a eu un peu de renégo, mais c'était... ils ont compris que c'était... j'ai acheté un multiple de ce que ça rapporte moins. J'ai un crédit... il faut que la banque, elle trouve ça logique, etc. Donc, on renégocie un peu dans la limite de ce que ça vaut vraiment, je pense. C'était pas... voilà. Je suis pas pour... d'ailleurs, c'est renégo, je le redis. Et donc, normalement, c'était bon, quoi. C'est OK, on a le prix, on a la LOI, on vous a validé. Franchement, c'était un process inversé où c'était nous qui devions convaincre. Mais c'est aussi logique, on savait pas se présenter, en fait, comme un investisseur sérieux à l'époque. Et OK, c'est bon, prends tes billets d'avion, viens vivre à Paris. J'étais pas là. On a rendez-vous avec la banque le 13 janvier. Et puis c'est bon, on va signer les papiers. Et on arrive à la banque. Je rencontre le vendeur pour la première fois, cabinet M&A, rendez-vous. Donc nous, on arrive limite pour signer, tu vois, formalité. Ah oui, alors bonjour, vous êtes qui, vous voulez quoi? Ah oui, d'accord. Et là, c'était l'attitude du rendez-vous. Et là, on tombe des nues. On pensait qu'on arrivait pour finir. Et honnêtement, au début. Ouais, on a commencé à 0. Donc là, franchement, c'était dur. J'ai pris la réalisation que j'étais pas là 1 mois à Paris pour racheter la boîte et la remodeler. J'étais là pour convaincre la banque. Et donc là, alerte rouge. Je me rends compte que c'est très compliqué. Heureusement, j'avais commencé à préparer d'aller voir ma banque historique de Limoges.
même de Panazol, ma petite ville, qui m'a fait confiance il y a 8 ans pour acheter de l'immobilier alors que j'avais rien, j'avais pas d'argent, pas d'économie, j'avais un bilan et ils m'ont fait confiance. Et une fois de plus, on en revient aux banques, ça dépend vraiment de la personne et pas de la marque de la banque. Moi, c'est quelqu'un qui croyait vraiment dans les entrepreneurs et elle m'a fait confiance sur un premier crédit, un deuxième, un troisième, et franchement, ça a changé ma vie, justement, cet immobilier, grâce à cette personne. C'est vraiment une question de conseillère et de conseiller. Et justement, comme par hasard, maintenant, elle bosse à la BPI, donc comme quoi c'est quelqu'un qui vraiment est là pour supporter l'entrepreneuriat. Et donc, avec eux, on avait commencé déjà à regarder pour avoir un crédit supplémentaire, etc. Et alors, je lui ai dit, OK, sonnette d'alarme, je crois qu'il va peut-être falloir commencer à ouvrir les options. Qu'est-ce qui se passerait si je vous demandais, en fait, un crédit de 0, parce que je suis pas sûr qu'on va réussir à dealer avec cette banque pour le transfert du crédit. Donc, il se passe ça. Et là où j'ai fait une erreur, c'est que dès le début, j'aurais dû commencer à créer à ouvrir un process classique de demande de financement compétitif. Et ça, je le dirai jamais assez. Enfin, ça, c'est ce que j'ai compris ensemble. Quand on a vendu le magasin à Paris, je sais pas si tu te rappelles, on n'arrivait pas à le vendre. Et est-ce que tu veux raconter ce qui s'est passé? Non, je raconte. La seule manière... je chose de raconter. Non, mais je veux la raconter à ma manière. La seule manière de réussir à vendre ce magasin, c'est quand il y a eu une deuxième personne qui s'est intéressée. C'est-à-dire que quand il y avait une seule personne qui s'est intéressée, elle ne voulait pas acheter parce qu'il n'y avait pas de social proof que c'était un bon deal. Et à partir du moment où on a eu un deuxième acheteur, la nana en question, elle est revenue et elle a voulu acheter. Et ça m'a rappelé ça. La banque, c'était pareil. J'ai fait l'erreur de ne pas en consulter d'autres. C'était à la demande des vendeurs qui voulaient absolument qu'on fasse comme ça. Ça, c'était une connerie. Et donc, ils étaient totalement en position de domination totale. J'étais vraiment prisonnier de ça. Et donc, ils m'ont demandé au début des conditions de fou furieux que je vais quand même dire, parce que c'est quand même fou. Au début, ils m'ont dit, écoutez, vous avez de l'immobilier, mais il est dans une SCI, donc ça vaut rien. Vous avez des investissements, machin. Pour nous, aux yeux d'une banque, ça vaut rien. Donc, votre caution perso, elle vaut pas grand-chose. Donc, vous voulez un transfert d'un crédit de 1 million, il faudrait que vous nous trouviez 1 million à mettre en échange dans nos comptes à la banque. Et sur le coup, je me suis dit, c'est des fous, je le raconterai quand même après. Maintenant, à force, je commence un peu à comprendre. Chacun son prisme d'analyse. Mais avant tout, la leçon pour le futur, c'est si tu mets pas les gens si tu fais pas 3 devis, comme dans l'immobilier, tu fais une grosse connerie. C'est pas pour rien non plus que quand tu vends une boîte, tu la mets publiquement en vente pour avoir X acheteurs. Moi, j'étais soi-disant en concurrence avec un autre acheteur. D'ailleurs, il ne faudra pas que j'oublie de demander si c'était vrai et qui c'était pour leur revendre cette boîte dans quelques années. Et donc, on a réparé, j'ai compris ça et réparé cette erreur en recontactant ma banque en disant qu'est-ce que vous pouvez faire. Et surtout, ça, c'était mon plan B, mais j'ai fait aussi le plan C, D jusqu'à Z immédiatement en contactant tous les gens que je connaissais en disant est-ce que tu connais une banque à qui on pourrait déposer ce dossier? Et là aussi, le côté courbe d'apprentissage, elle a été énorme. Ouais. Parce qu'au début, on arrivait à la banque en mode c'est fait, donc voici une page de présentation. Quand je me suis rendu compte que ça allait pas, on allait voir ma banque historique. On avait une espèce de presse faite par le cabinet M&A de 5 pages. Mais lui, dans ce cas-là en particulier, il n'a pas le côté montage de dossier bancaire qui est une autre skill. Et en fait, ça aussi, j'ai appris j'aurais dû commencer avec un courtier. Chacun son métier. Et ça, il manquait cette personne dans mon équipe. Ouais, t'as découvert tout sur le tas. Exactement. Et vers quelle banque tu t'es dirigé alors Du coup, pour finir sur les coulisses, je crée ce côté compétitif, concurrence, mais c'était aussi pour apprendre. À chaque fois que je parlais avec une nouvelle banque, j'apprenais un nouveau truc et on améliorait le dossier, on améliorait la présentation, on améliorait aussi le fait qu'on avait de plus en plus confiance dans le fait que ça allait au bout. Et surtout, ce qui nous a donné beaucoup de confiance, c'est qu'on a demandé et on a aussi découvert le monde BPI. Et je vais faire un shoot-out, je sais pas comment on dit, mais on se plaint que les banques, etc. Moi, le premier, il y a des choses qui étaient vraiment frustrantes dans le système bancaire, mais on reste un pays où tu demandes, quand je raconte ce que tu peux faire avec des banques aujourd'hui en France à mes copains étrangers, ils disent mais pourquoi t'as pas déjà 10 immeubles, Théo? Pourquoi t'as pas fait 50 000 des crédits? On a vraiment de la chance, on a des taux incroyables pour tout ce qui est business. On a des conditions de financement aussi incroyables, même pour l'immobilier. Ouais, fixe par rapport, voilà.
Et on a la BPI. Et en gros, justement, j'ai eu cette ancienne banquière qui est allée là-bas, et du coup, grâce à elle, elle m'a montré, expliqué le système, le pré-transmission. Et on a monté un dossier, et on a eu une acceptation pour un cofinancement. Donc eux, ils allaient mettre 40% de la somme. La BPI, donc. La BPI. Avec, je me rappelle plus ce que c'était les garanties, mais c'est beau. La BPI ne demande pas des cautions personnelles. Ça, c'est vraiment super en France. T'as quand même évidemment, ils analysent comme une banque. Si le deal il est pas bon, il est pas bon. Et aussi, c'est ça qui est bien, ils savent te le dire. C'est aussi des gens qu'il faut écouter quand ils te disent tu fais de la merde. Donc là, t'avais feu vert de la part de la BPI. Feu vert de la BPI, à partir du moment où t'as ça, normalement, les autres banques, ça va. Ok. Et le drame, un peu, le mélodrame continue de finalement ma banque du début qui m'analysait mon dossier depuis 2 mois. Donc la banque du vendeur. Hein. Non, pardon. Donc eux, ils m'ont dit, bah écoute, tu veux 1 million, donne-nous 1 eux, million. ils t'ont vraiment planté et ça n'a jamais marché. C'était ça. Et puis après, ils ont dit. Je crois qu'ils avaient revu leur discours après. Non, là on parle d'une autre banque à qui tu étais en contact. J'ai contacté du coup différentes banques, dont la mienne qui a Limoges. Ouais. J'ai eu donc accord de principe de la conseillère, accord de son directeur, accord du responsable risque Haute-Vienne. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, il m'avait dit au début, on a failli vous dire non, que ça servait à rien parce que la boîte est à Paris, vous êtes là, on est à Limoges, et c'est très digital. Nous, on n'est pas trop là-dedans. On fait 2 mois de process, j'ai l'accord BPI, j'attends la réponse, ça monte au siège. Ah non, c'est pas à Limoges, et c'est trop Internet. Donc je me prends un refus, mais c'était... Oui, on vit en 2026, c'est vrai qu'Internet, c'est encore un peu une nouvelle technologie. Non, mais franchement... Une fois de plus, pareil, il y a le côté Théo qui va critiquer et le côté Théo qui va dire attends, c'est quoi la leçon ? C'est chaque banque a ses règles. Oui, voilà, c'est hors scope. Et c'est ça. Et fais pas la connerie de rentrer dans leur jeu, d'écouter leur timing qui sera jamais respecté. Et chacun ses règles. Et surtout, ouvre tes options. Et en fait, c'est ça que je pense que l'avait bien fait, c'était ouvrir les options. Donc cette banque, d'autres banques dont je parlais pas, process en cours. Et grâce à ça, et on parlait du process compétitif, d'un coup, la banque du début de Paris, qui avait déjà le crédit, s'est rendu compte que finalement, Théo... Donc celle du vendeur. Ouais, celle du vendeur. Bon, en fait, peut-être que sa caution, elle valait quelque chose. Peut-être que la prochaine fois qu'on fait un call, ce serait bien de lui poser la question de qui il est, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son projet avec la boîte, et pas juste qu'est-ce que vous avez comme fonds Enfin, c'était ça au début, c'était vraiment... je me voyais comme une vache à lait, un truc, des dollars dans les yeux, et donnez-nous votre argent. Et une fois de plus, je reviens, c'était contextuel, ça a hyper bien évolué, c'est parti sur plein de mauvaises choses dans la communication au début. Et le fait d'avoir fait les choses bien, avec un vrai BP, avec différentes banques, d'un coup, ils sont redevenus un peu plus compétitifs. Et ils m'ont fait une offre beaucoup plus réaliste qui était vous bloquez 400 000 euros. Donc ça, c'était le côté garantie. Mais niveau financement, du coup, si on simplifie, c'était 1,6 million valeur de l'opération. 300 000 euros payés par la holding au vendeur, 200 000 euros d'un investisseur. On n'est pas rentré sur l'histoire du fonds d'investissement aux États-Unis, mais le fameux John avec qui j'ai créé ça, qui m'a fait qui est un de mes meilleurs amis et qui m'a fait le plaisir, l'honneur de me suivre, alors que il comprend, il est au courant de rien et il juste dit c'est toi qui fais le projet, je te fais confiance. Donc ça fait quand même plaisir. Investisseur juste financier, passif, il va pas travailler dans la boîte. Même pas français, un peu quand même. Du coup, 1,080 000 de dette qui était déjà là et qui est transféré. Ok. Voilà, on peut c'était le Hollywood bancaire et la conclusion, c'est avoir une équipe complète dès le début. Chacun son métier, payer 10 000, 20 000 les meilleurs. Ouais. On dit toujours qu'il faut s'entourer des meilleurs. J'ai toujours compris et voulu le faire, mais là, c'était à un autre niveau. Et j'ai vraiment maintenant cette chance de dire, OK, mais là, on a une dream team. Et on peut... on a appris, en fait. On a appris à être carré, à être vu comme des vrais investisseurs. Et si demain, on regarde un autre deal, je pense qu'on ira 5 fois plus vite, parce qu'on ne fera pas toutes ces erreurs-là. On a les bonnes personnes et chacun son métier. Et on sait faire toutes les étapes du process. Parce qu'en vrai, c'est ça, c'est que j'ai beau avoir consommé toutes les formations possibles sur la reprise d'entreprise.
Rien dans l'expérience, ouais. Non, mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. En fait, la vraie vie, elle commence quand la formation, elle finit. Ouais. Et c'est la vraie formation, c'est celle-là, quoi. C'est voilà. Et non, mais c'est intéressant parce que par rapport à donc ce financement, ce qui devait être une formalité, finalement, ça a été un parcours du combattant. Ouais. D'ailleurs, j'ai une question pour toi par rapport à ça, parce que donc, l'acquisition, quand même, entre le moment où tu as commencé à parler aux vendeurs et la signature, la date de la signature, il y a eu quand même plusieurs mois qui sont écoulés. Est-ce que tu n'as pas cette peur que ça impacte l'opérationnel parce que les mecs sont moins dedans et donc limite ils lâchent le bateau en fait Mais alors justement, ça rejoint un peu ce que tu disais, le débat sur le dire ou pas le dire aux employés. Finalement, l'explication des vendeurs, c'est que eux avaient peur en leur disant dès le début, la boîte va se vendre, qu'ils arrêtent de bosser. Ouais, c'est pas faux. Et qu'ils se barrent limite. Ouais, ou qu'ils soient moins motivés, etc. Après, du coup, là, tu me poses la question de eux en tant que gérants. Forcément. Eux, ils étaient déjà quand même pas trop donc ça investis. Mais faut faire très gaffe. Et oui, non, ils sont de moins en moins investis. Et c'est vrai que les chiffres, ça fait un peu peur en ce moment. Je suis pressé de voir les chiffres du jour J du mois dernier. Non, par contre, sur le sujet du temps que ça a mis, comme il y a une expression qui dit « time kills deals », là, je l'ai compris. Enfin, combien de fois ça a failli pas se faire parce qu'au bout d'un moment, les mecs, ils en ont marre. Moi, j'en ai marre. J'ai l'impression que tout le monde en a marre. C'est une connerie que ça dure autant. Faut pas que ça dure autant. On a vraiment eu de la chance que ça aille au bout. Franchement, la probabilité, déjà, l'ampleur du deal par rapport à ce qu'on pensait être capable de faire et par rapport aux compétences qu'on avait réellement, c'était 5% de potentiel de réussite. Et c'est vraiment un Black Swan event que ça réussisse. Mais c'est ce que je cherchais. T'as forcé la chance aussi pour que ça arrive. Ouais, mais ça revient à ce truc de motivation. C'était l'objectif de dire, je veux une boîte que si ça se fait pas, c'était probablement logique, mais si ça se fait, ça change ma vie. Et du coup, ça fait le truc que la patience des 6 mois, c'est ça que je voulais dire sur les 6 mois, il n'y a pas que le risque dans l'autre côté. C'est comment pas craquer en tant qu'acheteur. Encore, tu as 5 business, tu peux prendre ton temps. Nous, on a tout lâché pour faire ça. Et pendant 6 mois, je peux te dire qu'on tournait en rond dans notre cage. Et tu pourras demander à Virgile combien de fois il a dû me calmer, au coach, quand j'arrivais en mode qu'est-ce qu'on peut faire en attendant. Et il dit attendre. Non, mais ça va pas. T'es dans la tête, t'es entrepreneur, t'es dans l'action. Donc, ça, c'était franchement, honnêtement, c'était la partie la plus dure pour moi. Ouais. Surtout avec le côté où j'habitais à l'étranger. Donc, je viens à Paris, mais en fait, t'es là pour rien, le coût de la vie. Ça, c'était. Et honnêtement, c'est ma plus grande fierté. C'est d'avoir battu mon défaut principal, peut-être d'impatience, d'hyperactivité, de syndrome de l'objet brillant. Et ça, c'était honnêtement parce que le jeu en valait la chandelle. Ouais. Donc, c'est vraiment le conseil que j'ai. Si vous faites un rachat d'entreprise, réfléchissez vraiment bien à quel type d'entreprise vous voulez gérer sur les 10-20 prochaines années. Parce que là, c'est ce que je me vois faire. Je pense que tu as des questions par rapport à ça, mais... Ouais, non, en effet, tu vois, toi, c'est quoi le plan après? C'est de faire grossir la boîte, mais est-ce que tu te dis, tu as quand même acquis pas mal d'expérience dans le rachat d'entreprise? Est-ce que c'est de développer cette activité de rachat avec d'autres boîtes? Est-ce que tu penses que les deux sont compatibles aussi? Parce que, in fine, ok, tu peux très bien dire, je construis un groupe, mais c'est vrai que la bande passante que tu vas mettre sur cette boîte-là, si tu développes le groupe, la bande passante que tu mets à l'échelle du groupe sera moins à l'échelle de la boîte, et en même temps, si tu vas stabiliser, c'est pas un problème. Donc, c'est quoi ta vision par rapport à tout ça? Déjà, par rapport à ce que tu dis, ça dépend entre groupe et entreprise. Comment tu te définis? Est-ce que mon job, c'est gérant d'un groupe qui a des boîtes? Donc, ça, c'est mon job à plein temps. Ou est-ce que mon job, c'est gérant de cette boîte? Et aujourd'hui, j'ai les deux thèses qui me passionnent. Mais une fois de plus, il n'y a que la réalité qui nous le dira. Aujourd'hui, le but est d'être à plein temps. Et un peu ma lecture là-dessus, c'est déjà, c'est ce que je suis tombé amoureux du business. Et je vais dire, en fait, c'est ça que je veux faire toute ma vie. J'en sais rien. Après, je pense que tout le monde a des cycles de 5-7 ans. Mais quand même, tant qu'on peut développer la boîte et qu'elle continue à avoir un potentiel de croissance de au moins 30% par an, disons, il n'y a aucune raison d'aller faire autre chose ailleurs. Tant qu'il y a du potentiel et tant qu'il y a de la passion. Par contre, c'est vrai que en faisant ça, on découvre cette opportunité qui me rend fou de non mais attends, mais tu peux aller acheter des boîtes aujourd'hui, couper 80% des charges potentiellement grâce à l'IA. Après, on dit l'IA, mais en général juste avec la moderniser.
et potentiellement en trouver une si en plus il y a le bonus de commercialement, il y a tout à faire, ils font tout à l'ancienne et c'est des gens qui sont bons, qui ont juste pas forcément les outils. Ça me fait rêver. Et si demain, je regarde pas activement des deals, mais s'il y en a qui tombent sur mon bureau et qui est 10 fois plus gros et qui a les mêmes caractéristiques, ça va être dur de pas le regarder. Ok. Et dans ce cas-là, c'est quoi l'idée? C'est de faire le même financement, d'inclure des investisseurs externes, comment tu vois les choses? Ou refaire en mode LBO, tu leverages la dette Déjà, ce que j'ai appris, c'est que finalement, plus la boîte est grosse, plus, entre guillemets, c'est facile de la financer, parce que plus elle est grosse, plus c'est ça que la banque analyse, ou les investisseurs, et moins d'autres choses externes, comme là on a vu. Mais si le deal est bon, on trouvera comment le faire. Aujourd'hui, quand même, focus. Il faut qu'on fasse nos preuves. Ouais, ça. Faut confronter. Ça, j'ai appris sur moi-même en disant tu viens là, tu racontes des conneries sur un podcast, mais vas-y, va le faire maintenant. Ouais, mais c'est une belle. Comment dire, c'est intéressant. Ça permet de mettre la barre à un certain niveau pour dire ok, je peux pas. Je me suis engagé maintenant. C'est-à-dire voilà, j'ai des objectifs publiquement. J'ai une pression envers les autres, envers moi-même. Ouais, après, sur cette parenthèse, c'est marrant parce que le faire publiquement, ça aide, mais moi, tous les trucs positifs business qui me sont arrivés, non, mais pas que business, en fait, toutes les choses un peu incroyables qui me sont arrivées dans ma vie depuis toujours, je les attribue à 90% à le côté dev perso où je les imagine, je les rêve, je l'écris, et je l'écris, et je l'écris. Et en fait, tu sais pas comment tu vas y arriver, mais déjà, tu le visualises, et après, le chemin entre les deux, tu te débrouilles. Mais comme tu dis, te faire une promesse à toi-même, c'est pas forcément une promesse, des fois, c'est irréaliste. Et je suis sûr que quand j'avais 18 ans, je disais déjà comment être milliardaire. Ouais, mais au moins, ça te donnait un fil directeur, quoi. Et moi, ça a toujours marché. Et que ce soit du coaching, juste en regardant une vidéo YouTube, ou avec quelqu'un, ou avec moi-même, ou avec un livre à 20 €. Et ça, j'encouragerais tout le monde à faire. Ça a marché, donc oui... mettre cette vision, mais surtout, je pense que là, mon travail sur moi-même aujourd'hui, c'est se confronter la vision à la réalité et être prêt psychologiquement à avoir plein de surprises et de se revoir dans 6 mois justement pour faire le point. Ouais, alors justement, une dernière question, ce serait quoi dans 6 mois ce qui fait que ça aura été un succès ou un échec? La question de coach Gary. Non, mais c'est simple, dans les objectifs. Il y a les objectifs de la boîte, après il y a les objectifs un peu plus perso. Moi, c'est hyper important. C'était important dans le début, dans mes critères, d'acheter une boîte qui correspond à mes critères de vie. C'est-à-dire que j'étais pas dans une situation où j'avais vraiment besoin de bosser. C'était j'ai juste envie de faire un truc qui me passionne. Et donc il y a des critères. Et je veux pas tomber dans le cliché de je me suis acheté un job ou une prison. Tout allait bien jusqu'à maintenant, donc faisons en sorte que cette boîte, principalement, donc pour pas que ça devienne une prison dans ce cas-là, c'est passer cette étape de solopreneur, micromanager, qui sait pas déléguer, qui veut tout faire tout seul, à je pense que tu as une boîte qui commence à faire plus d'1 million, tu es obligé d'avoir appris à mettre des process en place, et avant tout, c'est ça, c'est de monter en compétence sur 6 mois, de rendre une boîte pas forcément autonome, parce que ça reste moi le CEO pour l'instant, mais gérable de manière moderne, à distance, que je sois chez moi dans mon appart à Paris, ou que je sois au bureau, ou que je sois à l'étranger. Et ça, c'est vraiment mon challenge perso, de passer ce niveau-là de micro-entrepreneur, entre guillemets, à chez les entreprises d'une dizaine de personnes. Parce que si ça, c'est réussi, ça me permet de vraiment me poser la question du choix dont tu parlais tout à l'heure, de est-ce que y a quelqu'un qui est mieux placé que moi pour faire justement, il y a les étapes. Créateur, où globalement, j'ai fait mon analyse, je suis nul, 99% de taux d'échec. Donc c'est le 0 à 1. Développeur, ça c'est un mot que j'ai appris hier sur le podcast, j'aime bien en fait, le développeur d'entreprise. Je suis pas créateur, je suis développeur d'entreprise, donc développeur, le 1 à 10, et ça c'est ma zone de génie. Et quand je dis 1 à 10, c'est peut-être on peut le dire peut-être en nombre d'employés, en taille, en chiffre d'affaires, c'est tu vois, c'est peut-être le 500 000 à 3 millions, j'en sais rien, ça dépend des boîtes, et une dizaine d'employés. Et après, pouvoir me poser la question de est-ce que je suis la bonne personne pour faire le 10 à 100, peut-être de 10 à 100 employés. Et est-ce que c'est ce qu'on a envie aussi, tu vois.
Parce qu'après, tu peux très bien dire, OK, le job, il est fait, je revends la boîte, je fais une belle plus-value et c'est parce que on verra où tu as quelque chose qui tourne et après, tu mets un CEO et tu gardes le contrôle. Mais après, voilà, il y aura plein d'options. Donc, ça reste encore à déterminer. Mais en tout cas, tu sens que là, tu as ta place avec cette boîte. Exactement. Et que t'es excité pour ce projet qui est en fait à la hauteur en termes de moyens par rapport à ce que tu cherchais. Exactement. Et c'est ça, en fait. C'est plus. Enfin, il y a vraiment eu ce travail psychologique de qu'est-ce que je veux faire foutre de ma vie. Ouais, bien sûr. Et là, ça correspond comme les 5 premières années du business de l'île de Ré. C'était parfait pour le Théo que j'étais à l'époque. Ouais. Et là, pareil, pour le Théo que t'es à l'instant T, il fallait ça, quoi. Mais c'est vrai que, justement, c'est intéressant que tu poses la question de qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu veux qu'il soit passé en 6 mois. Parce que 5 années en année business de l'île de Ré à faire des saisons, à vendre des t-shirts dans des magasins physiques. Aujourd'hui, l'équivalent IA, c'est 6 mois, quoi. Et donc, je suis totalement d'accord avec toi. Le temps, il s'accélère. Et ce qui m'excite le plus, c'est de dire, mais à quel point on va être capable de raccourcir la durée et augmenter l'ampleur des objectifs. Yes. Théo, bah écoute, je souhaite le meilleur là pour les 6 prochains mois. Donc, débrief dans 6 mois, en espérant que les nouvelles soient bonnes. En tout cas, bravo pour ce rachat. Merci. Et début d'une nouvelle aventure. C'est ça. C'est la rentrée des classes mardi prochain, je pense. Ouais. Je te tiendrai au courant.